Nous sommes en 1926. Catherine Cox est la première femme nommée professeure de psychologie à la célèbre université de Stanford. Et elle a une idée en tête, elle voudrait démontrer que les personnalités qui ont pris une grande place dans l'histoire au cours des siècles précédents ont pu le faire parce qu'elles avaient, dans leur enfance, un niveau exceptionnel d'intelligence. Alors elle va sélectionner 400 grandes figures de l'histoire, dans des domaines comme les sciences, la littérature, la politique, etc. Et elle va entreprendre de calculer le quotient intellectuel de chacune de ces personnes à l'âge de 10 ans. Alors pour l'anecdote, selon ces calculs, la personne la plus intelligente à l'âge de 10 ans, c'était le philosophe John Stuart Mill, qui déjà, paraît-il, à 2 ans, savait lire le grec ancien, et qui à 5 ans aurait déjà rédigé une histoire complète de Rome. Alors, pourtant, la conclusion de Catherine Cox, ça va être que finalement, son hypothèse était erronée. Et elle se rend compte que ce qui fait véritablement la différence entre les gens qui font des choses extraordinaires et les autres, c'est moins l'intelligence que la capacité à persévérer dans une même discipline pour chercher en permanence à s'y améliorer. Alors, 50 ans plus tard, un autre chercheur, un Américain aussi, Warren Willingham, lui, va s'intéresser à des jeunes en très très grand nombre. Il va faire une étude statistique énorme, la plus importante à l'époque, sur des jeunes de 17 ans. Et il va collecter tout un tas de données pour essayer de voir quelles sont les données à 17 ans qui pourraient permettre de prédire les meilleurs accomplissements pour ces jeunes, notamment sur le plan des études et dans d'autres domaines, 5 années plus tard. Et il va se rendre compte que ce ne sont ni les notes à l'école, ni la profession des parents, ni d'autres choses qui permettent de le prédire, mais un critère qui est le fait que le jeune, pendant plusieurs années de suite, ait poursuivi la même activité extrascolaire et s'y soit développé. Par exemple, si un jeune fait du judo, qu'il ait gravi différents échelons en termes de ceinture pendant plusieurs années de suite. Alors, on voit bien que la persévérance, c'est quelque chose qui est absolument déterminant, en tout cas à 17 ans, pour la suite des études. Willingham, d'ailleurs, ne sait pas très bien si il y a un lien de causalité dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire, est-ce que c'est parce que les jeunes ont poursuivi une même activité extrascolaire qu'ils sont devenus plus persévérants, ou est-ce que c'est parce qu'ils étaient persévérants qu'ils ont naturellement poursuivi pendant plusieurs années une même activité extrascolaire? Ça, il ne sait pas. Mais il a compris, en tout cas, l'essentiel, qui est que la persévérance, c'est une clé de la réussite scolaire. Et puis, on avance encore dans l'histoire, on arrive dans la période actuelle avec une grande figure de la psychologie d'aujourd'hui qui s'appelle Angela Duckworth, et elle confirme que ce qui détermine très largement la réussite scolaire et aussi dans d'autres domaines, c'est, alors elle parle de grit, G-R-I-T, c'est un terme qui n'a pas vraiment d'équivalent en français, c'est le mélange de la passion et de la persévérance. Alors, la passion, c'est la passion dans un domaine précis. C'est d'ailleurs ce qui distingue la persévérance de ce qu'on a vu dans une autre vidéo qui est l'autodiscipline. L'autodiscipline, c'est quelque chose qui est personnel, c'est le contrôle de soi, et quand on l'a dans un domaine, on l'a dans tous les domaines. Alors que le grit, qui est ce mélange de passion et de persévérance, c'est aussi ce qu'avait vu Catherine Cox en 1926, c'est dans une même discipline, on va se passionner pour cette discipline et on va être capable, malgré toutes les difficultés, de continuer à s'y améliorer. Donc, la persévérance et la passion dans une discipline, sa capacité à chercher toujours à s'y améliorer, c'est absolument déterminant pour la réussite à l'école, beaucoup plus déterminant encore que l'intelligence, par exemple. Alors, bien sûr, comme en toute chose, il ne faut pas être excessif. Bien sûr, il ne faut pas être dans l'obstination sur des voies sans issue, sur des choses qui sont sans intérêt ou qui sont sans véritable chance de succès. Donc, il faut de la mesure. Mais véritablement, on est sur quelque chose d'essentiel pour la réussite scolaire. Alors, comment est-ce que se développe la persévérance? Et là, la recherche montre plusieurs choses intéressantes. D'abord, on voit que la persévérance va se développer en fonction du niveau de difficulté auquel le jeune est soumis. Des choses trop faciles, finalement, nous démobilisent. Des choses trop difficiles nous découragent. Il faut être dans ce qu'on appelle la difficulté stimulante. Deuxième chose, c'est il faut arriver à créer une spirale de succès où quelque chose sur lequel on a du mal finit par être un succès. Et à ce moment-là, ça motive le jeune à faire preuve de davantage de persévérance par la suite. Et puis, une troisième chose que l'on pourrait dire aussi, c'est on voit l'importance des modèles. Il y a des recherches qui ont montré que quand on donne aux jeunes en modèle des personnes qui ont l'air tellement douées que tout leur est facile,
eh bien, cela diminue leur propre persévérance. Alors que si on prend pour modèle, si on choisit d'admirer des personnes qui ont eu du mal, qui ont dû se battre, travailler, s'améliorer pour atteindre un certain niveau de reconnaissance sociale, eh bien, soi-même, on est plus enclin à rechercher la persévérance. Voilà ce qu'on pouvait dire en quelques mots, en guise d'introduction à une science absolument passionnante qui est celle de la persévérance.